Bonjour tout le monde. Hop, désolée, je coupe vos conversations. Merci d'être là aujourd'hui pour le deuxième panel de la journée, enfin quatrième, mais deuxième dans cette salle, qui s'appelle Habiter l'espace, ancrage lesbo-queer dans l'espace urbain montréalais. Donc on aura la chance d'avoir quatre personnes qui vont nous parler de leurs recherches et de leurs travaux sur le territoire lesbo-queer montréalais. La première personne qui va parler, c'est Ambre Marionneau, diplômée d'une maîtrise en photographie réalisée à l'École nationale supérieure Louis Lumière et d'un DESS en communication à l'Université de Montréal. Ambre s'intéresse aux expériences et aux espaces lesbo-queer. Aujourd'hui, étudiante au doctorat en culture, diversité et technologie numérique à l'Institut national de la recherche scientifique INRS. À Montréal, elle travaille sur les transformations contemporaines de la scène lesbo-queer montréalaise. Dans le cadre de sa recherche menée en partenariat avec le RLQ, elle s'intéresse aux dynamiques des collectifs lesbo-queer et pilote la création d'un annuaire visant à les recenser et à mettre en lumière leurs pratiques et initiatives. Donc, Ambre, je te laisse la parole. Merci. Donc, je suis Ambre et ma présentation s'intitule donc Comprendre les transformations de la scène lesbo-queer montréalaise, recension des collectifs. Avant d'aller un petit peu plus loin donc, dans ce que je vais vous présenter par rapport à l'annuaire, je voulais juste remettre un petit contexte sur la scène montréalaise. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, voilà. Donc, pour ce qui est du contexte, je vous ai mis une petite frise chronologique. C'est plus des points de repère que des données vraiment précises. Mais donc, pour donner du contexte, à Montréal, il y a eu une période d'âge d'or dans les années 70, 80, jusque dans les années 90, avec beaucoup de lieux, de librairies, de bars, mais aussi l'émergence de beaucoup de collectifs de médias sociaux, de médias comme des journaux, des radios et l'organisation de collectifs. Ensuite, il y a eu une phase de déclin des lieux et l'émergence des théories queer, et davantage ensuite l'organisation de collectifs qui cherchaient à revendiquer des droits. Donc c'est la phase que j'ai nommée vers l'institutionnalisation. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la phase de plateformisation, donc de dépendance accrue aux plateformes numériques et le contexte de renaissance lesbienne. Donc, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias. C'est un terme qui définit en fait le regain de visibilité et de représentation lesbienne, surtout dans la culture pop. Mais moi, c'est une expression que j'utilise au-delà de la culture pop parce qu'on voit aussi, notamment à Montréal, qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de collectifs, notamment après la pandémie, mais aussi la création de réseaux de recherche. Donc, pour les personnes qui connaissent peut-être le réel qui a été créé dans la francophonie, ou encore l'organisation de ce colloque qui est en train d'un peu de se pérenniser, et aussi plus dans la sphère militante, l'organisation ou la reprise de marches lesbiennes ou de Dyke March. Donc, c'est un terme que j'utilise à plus grande échelle. Donc, aujourd'hui, à Montréal, il y a donc une effervescence d'activités et d'initiatives de sociabilité lesbienne. Et pourtant, il n'existe pas de lieu spécifiquement lesbien 100% du temps. Il y a eu des initiatives, mais ça reste encore très peu pour une ville comme Montréal. Donc aussi, on peut penser bien sûr au village, mais au village qui reste majoritairement fréquenté par des hommes gays cis blancs, d'un certain âge aussi. Donc c'est sûr que ça reste toujours un enjeu. Donc aujourd'hui, comment la scène lesbo-queer s'organise, c'est plus sous forme de constellations et même de constellations hybrides. Donc ça, c'est des réseaux plus ou moins informels où il y a des frontières un petit peu floues entre à la fois la sphère privée et la sphère publique, mais aussi la sphère réelle et en ligne. Et donc, ce qui construit aujourd'hui le dynamisme de la scène lesbienne, à mon sens, ce sont les collectifs. Moi, j'aime ça nommer l'ère des collectifs. Et donc, ces collectifs sont obligés aujourd'hui de s'en remettre aux plateformes numériques pour rejoindre leur public, euh, étant donné la quasi-absence de lieu. Donc moi, la question que je me pose dans ma recherche plus généralement, c'est j'essaye d'examiner comment les collectifs lesbo-queer montréalais recomposent leurs pratiques dans un contexte numérique et plus généralement en fait de comprendre l'organisation de la scène lesbo-queer.
Donc là, je vous ai mis une partie de mon cadre théorique, mais je ne vais pas m'attarder sur la question très longtemps. Juste, j'utilise le concept donc, de scène culturelle quand je parle de scène lesbienne ou lesbo-queer, qui est un concept qui nous vient de Will Stroh pour parler en fait d'une concentration ou d'un excès de sociabilité autour d'intérêts communs. Et donc ça correspond très bien aussi à ce que je nommais par rapport à la renaissance lesbienne en ce moment et l'effervescence d'initiatives. Et j'utilise le mot lesbo-queer, avec ou sans tiret. On l'a vu dans différents contextes écrits différemment. Donc moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'en fait, dans mon terrain, c'est le mot que la plupart des collectifs ont commencé à utiliser. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le colloque où on nomme le colloque lesbo-queer. C'est donc une contraction entre lesbienne et queer, et c'est un terme qui est né à Montréal. Donc c'est quand même assez intéressant. Il a été utilisé depuis environ 2019 par des organismes, notamment le RLQ. Et pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il permet une tentative de réconciliation à la fois linguistique et à la fois théorique. Pour les personnes qui étaient là ce matin, donc la réconciliation linguistique, c'est parce que justement les communautés anglophones ont plus tendance à utiliser le terme, à s'identifier au terme queer, et les communautés francophones à plus s'identifier au terme lesbienne. Donc en ce sens, c'est une certaine réconciliation linguistique et une réconciliation théorique parce que comme beaucoup de personnes doivent le savoir aussi ici aujourd'hui, il y a des tensions qui sont entretenues entre les théories lesbiennes et les théories queer. Donc ça permet un petit peu de réconcilier ces tensions-là au sein de ce terme-là et d'avoir une certaine inclusivité. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Pour ce qui est de ma méthodologie, donc moi je fais une démarche ethnographique visuelle hybride et transplateforme. Donc c'est beaucoup de mots, mais en fait tout ce que je veux dire, c'est que mon point d'entrée vraiment pour étudier la scène, c'est les collectifs. Donc ce que je fais, c'est que je fais des observations participantes au sein des événements, des différents événements des collectifs, des observations en ligne aussi, des comptes des différents collectifs et des entrevues individuelles avec des personnes qui représentent les collectifs. Quand je parle d'ethnographie visuelle, c'est parce que je propose aux collectifs de faire des photographies dans le cadre de leurs événements. Comme vous avez entendu dans ma biographie, j'ai déjà eu une maîtrise en photographie, donc c'est aussi un peu une façon pour moi d'utiliser ces compétences-là, mais aussi de donner de mon temps au sein des collectifs, de leur redonner. Et ça me pose dans une posture vraiment privilégiée aussi pour être en observation. Et puis, donc, mention importante, j'effectue une recherche partenariale avec le RLQ. Donc, je fais un peu partie de l'équipe. C'est pour ça peut-être que vous me voyez aussi prendre des photos et faire d'autres tâches connexes avec le RLQ. Et donc, dans le cadre de ce partenariat-là, on a plusieurs projets en commun, donc notamment la JVL qui aura aussi pour thème un petit peu de mettre en valeur les collectifs qui sont souvent où le travail n'est pas forcément toujours reconnu et il y a beaucoup de travail qui est effectué dans l'ombre. Et l'autre projet, surtout dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le projet d'annuaire. Donc, on a lancé un appel à participation à l'annuaire lesbo-queer, donc pour les collectifs. Et ce projet-là, donc l'appel à participation a été clôturé. On a eu 52 répondants à travers le Québec. Et l'objectif est de venir centraliser les informations donc sur le site du RLQ et aussi de distribuer une version papier de cet annuaire-là à l'occasion de la journée de la visibilité lesbienne qui aura lieu soit fin avril, soit début mai en fonction de Québec et Montréal, parce qu'on va aller dans les deux villes. Et donc, ce serait donc pour distribuer cet annuaire-là. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pourquoi ce que je vais présenter, c'est les premiers résultats en fait issus de cet appel à participation au projet d'annuaire. Donc, je vais évoquer un petit peu les différents collectifs qui existent, etc. J'ai aussi effectué en parallèle déjà une dizaine d'entrevues, une dizaine d'observations au sein de différents collectifs. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais je vais pouvoir faire des liens avec les résultats de cet annuaire-là. Donc, pour ce qui est d'une vue d'ensemble un petit peu des collectifs, voici un petit peu une répartition que j'ai faite selon 4 groupes. Il n'y a pas tous les collectifs qui ont répondu à l'annuaire qui sont présents ici, mais ça vous donne déjà une grande idée un petit peu de comment ça se répartit. Donc on a les organismes communautaires, qui sont des organismes qui ont plus pour but de représentation politique ou d'intervention, groupes de discussion, des activités calmes. Les communautés d'intérêt, qui sont majoritairement des équipes ou des groupes sportifs, donc en fait, qui ont une pratique régulière autour d'un sport ou d'une autre pratique. On a aussi une chorale, par exemple.
et les collectifs de socialisation, qui sont des rassemblements festifs, des soirées, des shows divers et variés. Dans autres collectifs, il y a différentes choses. Je ne vais pas m'attarder sur cette catégorie-là, mais je n'ai pas vraiment réussi à les mettre dans ces grandes catégories-là. Ce que je peux dire sur cette répartition-là, c'est que la plus grande partie des collectifs se trouve dans la catégorie collectif de socialisation. Mais j'ai quand même envie de mentionner donc, les groupes sportifs, parce qu'ils sont très nombreux et ils n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherches dans la littérature scientifique, donc c'est quand même important de les mentionner. Pour ce qui est des noms des collectifs, sur les 52 répondants, on a environ la moitié qui dispose d'un nom qui va venir directement connoter le lesbianisme ou la queerness. Et donc ça, dans les deux langues, que ce soit en anglais ou en français. Donc pour vous donner un petit peu des exemples, on a le terme lesbienne, bien évidemment, qui revient, donc avec les archives lesbiennes, le centre de solidarité lesbienne, et encore même des diminutifs du mot lesbienne, comme les dance ou les boat ou the L night. On a aussi l'utilisation de plus en plus courante du terme saphique, avec des collectifs tels que Sapphics Social Club ou Sapphonix, du terme queer, avec par exemple Queen and Queer, Queer Hoops, Balmol Queer, le terme dyke, avec la Dyke March ou Dyke Night, et des termes aussi en rapport avec les femmes ou le féminin en fait plus généralement, comme Girls Talk ou la maison des rebelles, mais E2LES écrit en majuscule, Girls Day Rave, Grind Her, Women's Planning Show, etc. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des termes qui, par rapport aux années d'âge d'or, qui sont plus utilisés, comme le terme queer, et il y a des termes aussi qui ont disparu des noms des collectifs, tels que le terme Gwyn, qui n'est pas du tout présent en fait dans tous les noms de ces collectifs-là. Donc passons maintenant aux résultats qui sont issus du formulaire. Donc on peut remarquer qu'il y a plus de 75% des collectifs qui se situent, dont leurs activités se situent à Montréal. Et même en fait pour ce qui est des parties en orange et en jaune, en fait c'est des collectifs qui vont avoir des lieux d'activité différents, mais qui vont aussi avoir un lieu d'activité à Montréal. Donc finalement il n'y a que 9,8%, donc il me semble que ça correspond à 5 répondants qui n'ont pas d'activité à Montréal. Donc je reviendrai un petit peu sur ce sujet en conclusion, mais c'est assez flagrant comme tendance. Pour ce qui est de la langue des collectifs, donc il y a 63%, plus de 63% qui se déclarent bilingues, un peu moins en français et très peu qui se déclarent exclusivement anglophones. Par rapport aux plateformes ou aux réseaux sociaux utilisés, donc ça va être tout un pan de ma recherche et de ma thèse. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là aujourd'hui, mais la seule chose que je voulais mentionner, c'est que la plupart des collectifs, avant même d'avoir une adresse courriel, utilisent Instagram et Facebook. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça, et donc ça pose différents enjeux de dépendance aux plateformes, ce que je disais un peu plus tôt. Pour ce qui est de la répartition donc, des collectifs actuels selon leurs années de création, alors d'après ces graphiques, on peut constater donc, que la majorité des collectifs qui sont encore en activité aujourd'hui ont été créés ces 10 dernières années, principalement d'ailleurs dans le contexte post-pandémie. Donc je peux rallier ça avec déjà des observations et des informations que j'ai eues en entrevue. Pendant ma recherche, il y a beaucoup de personnes qui justement ont constaté l'émergence d'un grand nombre de collectifs qui va de pair avec une certaine logique de niche. Donc avant, on avait des grands collectifs qui proposaient une diversité d'activités, ou en tout cas une plus grande diversité. Et maintenant, on voit qu'il y a des collectifs qui vont s'intéresser à des choses beaucoup plus spécifiques. Donc on peut penser, par exemple, je peux pour en citer que certains, des collectifs qui vont proposer des activités spécifiquement pour les personnes neurodivergentes, des activités sans alcool, des cours de danse en ligne, de lutte huilée, etc. Donc, et tout ça que pour les personnes lesbo-queer. Et donc les collectifs qui ont émergé dans les années 2000, avant les années 2000 et qui existent toujours sont majoritairement des collectifs sportifs, des équipes qui sont assez compétitives même, ou alors des collectifs qui sont des organismes communautaires et qui sont assez bien ancrés dans le paysage montréalais. Pour les collectifs de soirée, ils sont assez jeunes. Et ça, c'est assez difficile de dire si cette tendance, elle a toujours existé ou si c'est quelque chose de récent, parce qu'on a souvent plus d'informations en fait sur les lieux. On a passé beaucoup plus de temps à archiver les lieux qu'à archiver les collectifs au final. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette recherche, parce que j'ai envie d'archiver un petit peu plus l'existence des collectifs.
Et donc ça nous mène aux premières conclusions. Je vais revenir un petit peu donc, sur ces différents graphiques. Donc le premier enjeu, donc, c'est la multiplication des collectifs. Donc, par exemple, en 2025, il y a eu un collectif assez connu de soirée, Blush, si peut-être certaines personnes connaissent, qui a arrêté son activité. Et donc, l'une des cofondatrices a réalisé une déclaration en disant qu'il y avait plusieurs raisons à cette décision-là, mais l'une d'entre elles était en effet la multiplication des collectifs, cette forme de renaissance lesbienne qui avait pour tendance de créer une certaine concurrence ou même une cannibalisation, selon les termes qu'on a employés. Et donc, c'était d'autant plus un enjeu, en fait, parce que aussi, quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes entrevues, c'est que c'est difficile d'avoir des lieux, que ce soit des salles de spectacle ou des terrains, d'autant plus quand on est un collectif lesbo-queer, c'est assez difficile d'avoir accès à ces espaces. Donc pour la personne du collectif Blush, c'était vraiment préférable d'arrêter et de laisser la place aux autres collectifs. Il y avait quelque chose d'un peu de beau et de féministe dans la façon dont on a eu cet échange, d'avoir une pensée qui était vraiment tournée vers le collectif, justement. On a aussi mentionné que ce n'était pas la même dynamique que les espaces gays, qui étaient souvent plus ancrés dans des logiques de profit. Et donc, en conclusion, ce qui fait la force des initiatives lesbo-queer, c'est peut-être cette conscience collective, mais ça a aussi pour impact de venir fragiliser la pérennité des initiatives sur un temps plus long. La seconde conclusion, c'est la métronormativité et le montréalocentrisme. Donc, il existe une forte concentration des collectifs à Montréal, comme vous avez pu le voir. Et le souci est que les collectifs qui se situent en région ont tendance à plus représenter les enjeux LGBTQ+, dans leur ensemble, et non pas spécifiquement les enjeux lesbo-queer, ce qui peut avoir pour tendance d'invisibiliser les enjeux des communautés lesbo-queer aussi. Néanmoins, il y a de plus en plus de collectifs qui tendent à étendre leur territoire et s'ouvrir à la mobilité. Donc, je pense notamment à Queen and Queer, par exemple, un collectif de soirée qui a commencé à Montréal et qui a fait des sondages sur les réseaux sociaux pour demander aux personnes où est-ce que vous voulez qu'on aille. Et les personnes ont répondu différentes choses. Et depuis, Queen and Queer est allé à Québec, Sherbrooke, Ottawa et envisage d'aller dans d'autres endroits encore. Donc ça, ce que ça montre, c'est surtout qu'il y a une réelle demande en région. Par ailleurs, une autre limite de cette recension, c'est le principe d'auto-identification. Donc, d'une part, ce principe il permet à tous les collectifs de pouvoir participer à cet annuaire, mais d'un autre, il y a certains collectifs ou groupes qui ne qui se considéraient pas comme des collectifs déjà, le mot collectif, ou alors qui s'identifiaient pas aux étiquettes lesbiennes ou lesbo-queer. Donc, j'ai eu des échanges avec certaines personnes qui m'ont dit, bah, moi, je suis seule à gérer ce groupe-là. Est-ce que je peux considérer que je suis un collectif? J'ai trouvé ça assez intéressant aussi comme réflexion. Et enfin, les résultats qui concernent les langues, ils sont également très pertinents. Pour donner un peu de contexte, il y a toujours eu des tensions linguistiques anglophones, francophones au sein aussi de la scène lesbo-queer. Et une des critiques était souvent historiquement que les espaces étaient quand même beaucoup à majorité anglophones. Et il faut dire que historiquement, il y avait aussi les anglophones ont un peu plus de moyens et les francophones avaient plus tendance à pouvoir parler anglais que l'inverse. Mais c'est quand même intéressant parce que ce n'est pas une tendance qui se retranscrit dans les résultats ici. On voit que la plupart se déclarent bilingues. Il y en a très peu qui se déclarent spécifiquement comme anglophones. Alors c'est peut-être aussi une peur par rapport aux lois, par rapport à l'usage de la langue française, je ne sais pas. Mais c'est assez intéressant parce que même au sein de mes entrevues, les personnes disent « mais non, c'est encore très anglophone, la plupart des collectifs de soirée sont très anglophones ». Et ce n'est pas quelque chose que je vois dans les résultats. Donc peut-être qu'il y a une volonté de créer des espaces bilingues, mais dans la pratique, l'anglais est encore beaucoup privilégié au sein de la scène lesbo-queer. Et enfin, le dernier enjeu que j'ai envie de mentionner, c'est qu'en relayant la vie lesbo-queer à des collectifs plus ou moins informels, on se heurte à de gros enjeux de financement. Donc pour beaucoup, les collectifs, ils ont été créés par des personnes qui n'avaient pas du tout été formées à la gestion d'organismes communautaires et qui sont des personnes bénévoles qui allouent des temps impressionnants et parfois leur argent personnel dans ces projets-là qui les touchent. Et en ce sens-là, la précarité de cet équilibre, il peut peut-être venir expliquer aussi le fait que les collectifs ont du mal à survivre sur du temps long. Donc, en ayant mis en place le formulaire, justement, pour faire partie de l'annuaire, on a eu des retours vraiment favorables vis-à-vis de l'initiative. Et au sein de mes entrevues aussi, les personnes se confient sur ces enjeux et souhaitent avoir plus de visibilité et de reconnaissance. Et moi, je peux faire le lien avec justement mes entrevues. Je laisse toujours le choix aux personnes d'être anonymisées ou d'anonymiser le nom de leur collectif. Et il n'y a personne qui a choisi l'anonymat, que ce soit des personnes ou alors des noms des collectifs. Donc je trouve ça assez intéressant et j'ai envie de finir sur cette note-là.
La prochaine présentation, c'est Juliette Munoz, qui est étudiante-chercheur en maîtrise de sociologie, avec une spécialisation en études féministes avec l'IREF à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches s'inscrivent dans le champ des études lesbiennes au Québec en adoptant un point de vue féministe et lesbien matérialiste. Parfait. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de présenter des réflexions qui sont en cours et ça va se faire via le biais de la présentation de quelques résultats préliminaires de ma recherche dans le cadre donc, de mon mémoire de maîtrise. Je voudrais juste souligner que ma démarche, elle se fait d'un point de vue situé. Donc, je vais parler en tant que lesbienne et surtout en tant que personne immigrée française au Québec depuis bientôt 4 ans. Donc, c'est ça. On va s'intéresser aux résistances et à la subjectivation politique lesbienne dans le cadre donc, des soirées lesbiennes montréalaises. Je ne sais pas comment ça marche. Merci. Parfait. Alors, pour donner un peu plus de contexte sur ces fameuses soirées lesbiennes, donc depuis 2010, en fait, on n'a plus d'espace lesbien fixe. C'est pourquoi j'utilise l'appellation de scène festive et nocturne lesbienne montréalaise. Ça permet finalement d'englober les événements qui prennent place en fin de journée ou en soirée et qui sont destinés à faire la fête. Donc ça regroupe des bars, des clubs, il y a des cabarets, des salles de spectacle où vont se dérouler ces fameux événements lesbiens qui sont organisés par des collectifs. Le focus sur ces lieux, il est justifié par le contexte de la ville. C'est-à-dire qu'à Montréal, cette scène, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle elle représente le berceau des contre-cultures et des pratiques sociales de résistance lesbienne. En effet, les bars, les clubs lesbiens, ça a été des espaces privilégiés par différents groupes de lesbiennes des années 50 pour créer des communautés, pour revendiquer leur existence en militant ou en éduquant. Cependant, aujourd'hui, même si la ville elle est connue pour son dynamisme nocturne, pour son prétendu accueil des personnes de LGBTQIA+, ça ne permet pas en fait aux lesbiennes d'avoir accès à l'espace public et de s'y épanouir. Donc pour ça, on a plusieurs recherches. Par exemple, il y a le dernier rapport de recherche du RLQ ou même la conférence d'ouverture de ce matin qui parle un petit peu de ça et qui permet de mettre en évidence en fait l'ampleur des violences subies par les lesbiennes dans l'espace public et finalement donne à voir l'importance des espaces communautaires où les lesbiennes pourraient construire des espaces un peu plus sécuritaires. Cette idée-là d'espace un peu plus sécuritaire, elle est largement reprise dans les médias et puis ça revient dans quasiment chacune de mes entrevues. Mais l'objectif dans cette présentation, ça va être finalement d'aller au-delà de cette seule façade d'espace sécuritaire pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur de ces espaces. Donc là, j'ai 4 concepts clés qui permettent de un peu mieux comprendre ma recherche, puis de voir par exemple que j'essaye d'utiliser des termes un peu plus actualisés, par exemple des définitions de lesbienne ou de non-mixité, pour se détacher de leurs anciennes définitions qui étaient quand même pas mal excluantes. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai pas trop le temps, mais ça me fera plaisir d'en discuter après si jamais vous en avez l'envie. Pareil, rapidement pour la méthodologie. Cette recherche-là, le but, c'est vraiment qu'elle soit exploratoire et abductive, donc que ça vienne du terrain. L'objectif final, ça va être de réaliser une quinzaine d'entrevues semi-dirigées individuelles d'environ 1 heure et demie auprès de personnes qui s'auto-identifient comme lesbiennes, qui ont plus de 18 ans, parce qu'on parle du coup d'événements nocturnes, et qui ont fréquenté la scène nocturne et festive lesbienne de Montréal depuis 1 an minimum, puis à plusieurs reprises. Pour présenter, j'aimerais présenter finalement cette première population pour un peu mieux contextualiser les résultats et les réponses que je vais pouvoir vous présenter après. Donc pour l'instant, j'ai réalisé 6 entrevues. Parmi ces 6 personnes-là, il y a 6 personnes qui s'identifient comme des personnes blanches et une personne qui s'identifie comme une personne racisée. Il y a 4 personnes qui sont lesbiennes et 2 autres qui s'identifient comme homoromantiques ou queer et qui se disent quand même proches du terme lesbienne. Il y a 4 personnes qui sont des femmes cisgenres. Il y en a 2 autres qui sont sur le spectre de la transidentité, avec une personne butch et une personne queer. Et finalement, dans l'échantillon, les personnes sont âgées de 22 ans à 39 ans, et la majorité exprime qu'ils sont à l'aise financièrement. Et j'aimerais vraiment, le principe là de présenter cette population, c'est pour garder en tête que surtout lorsqu'on parle de notion de sécurité, c'est une notion qui reste très subjective et qu'elle est située. Donc c'est vraiment pour ça que je présente ma population.
Un dernier point que je voulais aussi aborder, c'est le fait que j'ai relevé que plusieurs personnes se décrivent d'elles-mêmes comme non militants ou ayant peu de pratiques militantes par rapport aux autres. Donc, c'est un jugement de leur part. Mais par contre, les thèmes qui ont été amenés dans les entrevues, les actions ou même les engagements quotidiens qui ont été relevés, je pense que ça témoigne quand même d'une certaine sensibilité politique. Donc, pour passer donc aux quelques résultats préliminaires, donc c'est des données qui sont quand même encore assez brutes en attendant de me lancer dans l'analyse des résultats. Donc, un premier constat suite à ces entrevues, ça va être la division de l'espace public. Il y a 3 espaces qui se distinguent. On a les espaces lesbiens, qui sont aussi nommés comme espaces queer. On a les espaces qui sont dits gays, qui représentent souvent les espaces LGBTQIA+, ou les bars du village. Et puis ensuite, on a les espaces dits hétéros, qui désignent des espaces mixtes, c'est-à-dire quasiment en fait le reste de la scène festive et nocturne. C'est donc la grande majorité des espaces. Cette division-là, elle m'a interpellée parce que l'espace public, il est vu comme découpé et même divisé sur la base de l'identité sexuelle et de genre, avec d'un côté les espaces lesbiens, puis de l'autre le reste de la ville. Et lorsque les personnes parlent d'espaces gays ou d'espaces hétéros, en fait, ce qu'elles abordent, c'est surtout le comportement des hommes et les violences qu'elles y ont subies. Par exemple, il y a le sentiment d'être scruté, d'être sexualisé, qui va créer ce sentiment-là d'insécurité. Et puis, on peut observer donc que le point commun de ces 2 espaces-là, ça va être la domination masculine. Et donc, les espaces prétendument mixtes, ils sont ressentis comme des espaces qui ne sont pas forcément destinés aux lesbiennes, et là où la violence hétéropatriarcale reste très forte. À côté, donc, on a les espaces lesbiens. Lorsque les personnes participantes racontent leur toute première soirée lesbienne, ce qui revient souvent, c'est l'idée de découverte d'un nouveau monde. Donc, c'est la découverte d'une communauté, de ses possibilités, qui en fait étaient de l'ordre de l'impensé jusque-là, bien que la plupart des personnes aient déjà fréquenté des espaces LGBTQ+ auparavant. J'aimerais quand même rajouter quelques nuances qui ont été apportées par les personnes dans les entrevues. Par exemple, avec le fait que, en fait, puisqu'on n'a pas d'espace fixe et surtout puisque nos espaces restent ouverts sur la rue, sur les boulevards, sur l'espace public finalement, en fait, on ne peut pas tellement conclure qu'il y a une division nette entre ces mondes-là. Par exemple, il y a une personne qui me disait que les pauses cigarettes, elles se faisaient sur le trottoir qui est très passant, donc le trottoir sur Saint-Laurent, et qui disait que en fait, ça a donné lieu à des remarques, à des regards désapprobateurs, ce qui lui permet de remettre en cause en fait un peu cet idéal-là d'espace protecteur et d'espace qui serait à l'écart des autres. Bon, malgré ça, je remarque quand même que les personnes participantes mentionnent toutes ne plus être intéressées par les soirées lesbiennes, par les soirées non lesbiennes ou non queer. C'est-à-dire qu'en fait, après leur découverte des espaces lesbiens et de ces communautés, leurs espaces de socialisation ou même de loisirs deviennent quasiment exclusivement lesbiens. On pourrait supposer donc que, en fait, dans ces espaces lesbiens, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en particulier où les lesbiennes trouvent quelque chose de difficile à retrouver autre part dans les autres espaces de la ville. D'ailleurs, il y a certains qualificatifs qui sont revenus assez souvent dans ces premières entrevues-là. J'ai les mots comme liberté, ouverture, respect. Il y a le fait d'être soi-même aussi qui est beaucoup revenu. Et donc là, j'aimerais bien regrouper ça, ces fameuses notions-là, je pense qu'on peut regrouper ça sous la notion de sécurité, qui d'ailleurs, je pense, est le mot qui est le plus revenu dans les entrevues. Donc, un autre phénomène que j'ai pu observer, ça va être le fait que les personnes se sentaient donc libres de s'habiller comme elles veulent. C'est-à-dire d'explorer leur style, c'est soit d'explorer leur style, soit de pas du tout penser au dress code finalement. Donc les personnes témoignaient du fait que le code vestimentaire était différent dans les soirées lesbiennes parce qu'il n'y avait pas d'obligation à plaire aux hommes. On peut voir donc qu'il y aura un décentrement volontaire du regard masculin et de la féminité hétérosexuelle. Il y a aussi des codes lesbiens qui se mettent en place avec des accessoires, des vêtements qui sont reconnus comme typiquement lesbiens, puis qui permettent aux personnes de se sentir appartenir au groupe, appartenir à ces espaces-là. Donc là, j'ai mis plein de verbatims. Je pourrais juste lire par exemple celui du milieu. La personne me dit, comme au départ, je m'habillais comme si je sortais dans un bar mixte, mais en fait, je me rends compte que, non, je peux porter ce que je veux et je me ferai pas chier ici. C'est avec le temps que tu te rends compte de l'ouverture qui se trouve là-dedans. Ensuite, quelque chose d'autre qui est beaucoup revenu aussi dans les entrevues, c'est ce qui a rapport au code relationnel. Donc les personnes qui étaient en couple m'exprimaient qu'il est plus facile de montrer de l'affection ou d'engager de la sexualité avec leur partenaire parce qu'elles se sentent en sécurité et quasiment
invisible parmi toutes les lesbiennes. Il y a 3 personnes aussi qui m'ont parlé de la culture du cruising, qui est présente dans les espaces lesbiens. Et il y a une des personnes qui m'a précisé qu'en fait, cette culture-là, elle était différente du cruising des espaces gays, parce que, là je reprends ces mots du coup, il y a moins de prédation dans les approches et dans les relations. Il y a une autre personne aussi qui me faisait part des codes de drague butch femme qui sont présents dans certains espaces lesbiens. On voit donc là en fait qu'il y aurait des codes relationnels alternatifs qui se créent dans ces espaces et qui permettent à certaines lesbiennes de se comprendre entre elles tout en s'éloignant des rôles hétéronormés. Donc les rôles sexuels, les rôles de drague qui sont alternatifs, ils sont adoptés dans les espaces lesbiens et ils vont permettre aux personnes une libération du corps, une libération des mouvements, ce qui pourrait amener à faciliter finalement l'expression du désir. Cependant, il y a encore une nuance à ça. Plusieurs personnes finalement me parlaient de la timidité, de la retenue de certaines personnes, ce qui pourrait rendre difficile les rencontres. Donc c'est pas parce que finalement on est dans des espaces lesbiens qu'il n'y a pas de comportement problématique. Par exemple, on peut aussi lire, enfin je ne dis pas que c'est problématique le fait d'être timide, hein, c'est une autre idée. Par exemple, il y a ce verbatim qui dit « Mais des fois, c'est sûr que je pense que les femmes, surtout quand tu es très féminine, tu te fais pas vraiment apprendre que tu peux aussi être quelqu'un qui est comme predatory. » Puis j'ai quand même eu certaines expériences où est-ce que je suis comme « Ok, là si moi je faisais ça ou si un homme faisait ça, tout le monde serait comme arc, mais là, tu es vraiment dans mon espace. » Donc en fait, on peut voir que les personnes, elles laissent pas leurs apprentissages hétéronormés à la porte des espaces lesbiens. Il y a une reproduction de ces comportements qui sont appris à l'intérieur des espaces lesbiens. Et donc c'est important de le garder en tête pour garder une nuance dans nos propos. Donc, dans ce qu'on observe à partir de toutes ces pratiques-là alternatives un petit peu qu'on vient de voir, c'est que les espaces lesbiens tendent à se construire en opposition avec le reste de la scène festive et nocturne. Il n'y a pas seulement une division de l'espace public, mais il y a une recherche d'une opposition qui va rendre les espaces lesbiens des espaces plutôt fertiles en matière de pratique ou d'organisation alternative. Et cette recherche-là, le fait de vouloir tendre vers cette opposition, elle va permettre de créer donc des alternatives. Et ça commence par le fait que les espaces lesbiens, ils vont permettre de faire communauté autour d'une volonté de créer ensemble d'autres références, donc d'autres références communes, d'autres codes, d'autres normes. Et donc ça me fait penser directement à l'idée que quand les personnes s'expriment, très souvent, il y a l'idée de communauté qui reviennent. Il y a 3 personnes qui m'expliquaient que peu importe si elles allaient seules ou accompagnées dans certaines soirées, elles allaient toujours retrouver des visages familiers ou même des amis. Donc, le peu d'espace lesbien va créer en fait cette plus grande probabilité de se revoir, de créer un sentiment de familiarité. À côté, il y a aussi un rôle de la part des collectifs, c'est-à-dire qu'il y a certains collectifs qui vont favoriser la connexion entre les personnes. Par exemple, il y a une des personnes qui me citait le Sapphic Social Club, qui va permettre de tisser des liens sur la base de ses loisirs ou de ses goûts grâce à des conversations sur WhatsApp. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait dire aussi à une autre personne que ce sentiment-là de communauté, il était devenu important pour elle au fur et à mesure qu'elle fréquentait les espaces lesbiens. Parce qu'en fait, elle a compris ce que ça voulait dire et surtout ce que ça voulait dire pour elle. Et donc, l'idée de faire communauté, donc, il se nourrit par les relations qui se créent à l'intérieur des espaces lesbiens, mais c'est aussi parce qu'il y a une mise en commun, il y a une transmission, il y a une éducation qui s'y fait. Il y a une personne participante qui me disait que en fait, de rencontrer des lesbiennes, ça lui permettait d'en apprendre beaucoup plus sur ses artistes queer préférés. Donc les espaces lesbiens, ils semblent comme un peu favoriser ce partage-là de références culturelles queer ou lesbiennes. Et il y a une autre personne qui me disait que en fait, la transmission de la culture dans les espaces lesbiens, et là, cette situation, j'avoue, je l'aime beaucoup donc, parce que je la trouve assez parlante. La personne me disait, la culture, c'est co-construit. La culture, mettons, je te donne l'exemple de la culture dans les shows de drag king. On va avoir une reconnaissance territoriale, on va parler de consentement par rapport aux interactions avec les artistes, on va parler de typer pour soutenir la communauté parce qu'il y a des enjeux systémiques dans la communauté, puis on a toutes ces affaires-là. Puis c'était le cadre, après ça, la magie, elle se fait d'elle-même. Puis le monde, quand ils ont aimé ça, ils vont amener du monde qui en a besoin aussi, fait que ça contribue à créer l'atmosphère, puis à propager cette culture-là de bienveillance, puis de safer space. Donc en fait, la présence de ces codes-là dans certains espaces pourrait témoigner de la présence d'une certaine culture politique, enfin même d'une contre-culture lesbienne, où les personnes, elles essayent de partager une culture qui est plutôt minoritaire, avec ses propres références et ses propres codes.
Donc, ces premières entrevues, elles révèlent qu'en fait, il y a diverses manières de s'opposer aux normes patriarcales dans les espaces festifs et nocturnes lesbiens de Montréal. Et je propose de voir ces oppositions comme des mises en action, parce qu'en fait, ces mises en action, elles permettraient de rebondir sur la plus grande hypothèse de ma recherche, celle qui supposerait qu'en fait, les soirées lesbiennes, ça pourrait être des lieux de passage clés vers une subjectivation politique des lesbiennes qui fréquentent ces espaces-là, grâce en fait à leur mise en action collective contre les normes hétéropatriarcales. Cependant, je garde quand même en tête qu'il y a 4 personnes participantes qui se décrivent quand même pas du tout comme des personnes militantes. Cette tension-là, elle est intéressante parce qu'elle révèle que les actions comme le fait de s'habiller, de ne pas s'habiller pour plaire au regard masculin, comme le fait de choisir d'aller en soirée plutôt que d'aller dans des soirées LGBTQ+, ou de s'autoriser à flirter, en fait, ça, c'est pas pensé encore comme des actions militantes ou comme des actions politiques, selon les personnes, en tout cas, avec qui j'ai eu des entrevues. Et une dernière grande idée, ça va être le fait que, en fait, j'ai pas eu le temps forcément de l'expliciter là aujourd'hui, mais les soirées lesbiennes pourraient être un tremplin vers des actions politiques plus traditionnelles, c'est-à-dire que d'abord il y aurait une mise en place donc de la communauté, d'actions à l'intérieur de ces espaces-là, et ça mènerait en fait vers l'extérieur grâce à la formation donc de relations et puis à la transmission de normes alternatives. Puis en fait, ça mènerait à l'intégration de ces modes de vie-là et de ces modes de pensée dans une vie quotidienne et donc dans des pratiques un peu plus traditionnelles du politique. La prochaine présentation, c'est Morgane Vallée, Queen Queer, non-binaire, Grey Hayes, montréalaise d'adoption. Morgane a contribué à la création de la ligue sportive Balmol Queer Softball en 2024. Duolingo marche tellement. Et elle termine en parallèle ses études en sociologie. Elle est passionnée d'apprendre des trucs et motivée à défier les archaïsmes du monde du sport. Merci. Bonjour tout le monde. J'essaie de gérer la manette d'abord. C'est le... Super. Bon, c'est ça. Donc, je suis pas du tout la seule personne à avoir créé la ligue de Balmol Queer Softball. On est une douzaine, quinzaine de personnes qui nous impliquons bénévolement complètement depuis 2 ans là-dedans. Donc, je vais un petit peu présenter c'est pourquoi on a créé cette ligue, c'est quoi un petit peu les interrogations qui nous ont traversées, comment on y a répondu, puis en gardant en tête que c'est pas du tout la seule façon de faire les choses ni la meilleure, mais que c'est une façon de faire qui a des limites, qui a des défis, puis c'est un peu ça dont je veux vous parler aujourd'hui. La situation de départ, les communautés de LGBTQIA+, vivent ce qu'on va appeler du stress minoritaire, donc je ne vais pas m'appesantir sur la dimension psychosociale de tout ça, mais en gros, le stress minoritaire, c'est un stress particulier qu'on peut vivre quand on fait partie d'une communauté qui est minorisée, marginalisée. Donc que ce soit parce qu'on est stigmatisé, on est discriminé, on vit des injustices, des violences. Donc ça a des impacts importants en termes de santé physique et de santé mentale. Puis le sport, ça peut être un vecteur majeur de résilience pour les personnes queer. Donc là, si ça vous intéresse, je vous engage vous propose d'aller voir le rapport de recherche du laboratoire Profems sur le sujet de l'inclusion des jeunes trans et non-binaires dans le sport, mais on voit que le sport, au-delà des aspects positifs pour la santé physique, la santé psychologique qu'on imagine très bien, même pour les personnes queer en particulier, ça peut avoir d'autres aspects bénéfiques comme l'amélioration de la confiance en soi, la réappropriation de son corps, le bris de l'isolement social. Donc apparemment, ça peut être un super combo, les queers et le sport, mais en vérité, on sait très bien que c'est pas le cas. Je pense que beaucoup d'entre nous ici avons des expériences potentiellement négatives, voire violentes et horribles avec le monde du sport. Donc il y a des barrières qui sont considérables, effectivement, dans la société et particulièrement dans le domaine sportif, avec des normes de genre qui sont extrêmement rigides. Déjà, être une femme dans le monde du sport, femme cis, c'est pas facile. Alors imaginez les personnes intersexes, personnes trans, non-binaires, etc. C'est ça, discrimination, intimidation, violence, voire exclusion des espaces. Je vais pas revenir sur les polémiques du style le comité olympique, les femmes trans et tout, mais vous voyez le portrait. Donc en fait, tout a commencé il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant, quand on était quelques personnes à se dire on aimerait bien jouer à la balle molle, mais avec des personnes queer. Donc, et si on essayait de recruter
10, 12 personnes pour jouer à la balle molle en tant que personne queer, puis rejoindre une ligue qui existe à Montréal. Puis on a mis un post sur Facebook, puis il y a comme plus de 40 personnes qui se sont manifestées. Donc au final, on a créé pas une équipe de personnes queer, mais 3 équipes. Donc c'était quand même très cool. Et puis on a rejoint une des ligues de balle molle qui existent à Montréal, dont je ne sais plus le nom, mais peu importe. Puis c'est ça, dès le début, on a eu un petit peu des problèmes en rejoignant cette ligue, parce que, puis moi je ne savais pas, mais la balle molle en particulier, je pense tous les sports, mais il y a des règles de genre très binaires, on va dire. Puis donc c'était une ligue régulière mixte, et puis quand je dis mixte, c'est-à-dire que ça considère les hommes puis les femmes. Mais je vais vous lire quelques exemples de phrases qui sont dans la description de cette ligue-là, puis vous allez comprendre un petit peu les problèmes qu'on a pu avoir en tant que personne composée en majorité de personnes trans et non binaires. Donc les équipes doivent être composées de 9 joueurs, avec un minimum de 3 de chaque sexe. Bon, il n'y a pas le sexe non binaire dedans. L'ordre des frappes est de 2 hommes suivis d'une femme. Si une équipe n'a que 2 femmes présentes, l'ordre des frappeurs sera le suivant. 2 hommes, femme A, 2 hommes, femme B, 2 hommes, femme A, etc. C'est pas facile de vivre dans le monde cis hétéronormatif tout le temps. Donc c'est ça. Expérience très binaire. Finalement, après tout un échange de courriels avec eux, ils ont créé une division non genrée pour nous. Cool. Donc il n'y avait pas les règles qui s'appliquaient dans cette division-là. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas juste nos 3 équipes de queer à jouer ensemble. Il y avait d'autres équipes, pas forcément queer, qui jouaient. Puis on a vécu quand même pas mal de problèmes en termes de propos homophobes, transphobes, mégenrage à répétition, etc. Donc c'était cool de jouer entre nous, mais c'était cool de jouer entre nous, quoi, pas forcément avec les autres. Donc finalement, suite à cette expérience, on s'est dit, et si on crée notre propre ligue en fait? Parce que qu'est-ce que ça prend pour créer notre propre ligue? Ça prend 4 équipes, minimum. C'est ça que ça prend. On était déjà 3, on s'est dit, vas-y, on va sûrement réussir à retrouver 12 personnes queer de plus pour faire une 4e équipe. Donc en mars 2024, une douzaine de personnes de l'initiative de base, on s'est réunis, puis on a décidé de fonder la ligue BMQS, Balle Molle Queer Softball. Donc on s'est incorporé au niveau provincial et fédéral, donc on est une organisation à but non lucratif / sans but lucratif, là, dépendant du palier on regarde. Puis on a eu notre première saison de jeu donc, à l'été 2024, puis il y a eu beaucoup de personnes intéressées, puis on a créé 9 équipes pour la première saison. Donc c'était huge, plus de 140 personnes donc queer de LGBTQIA+, au sein de 9 équipes. Il y a un an à peu près, on a eu notre première assemblée générale annuelle, donc on a eu l'élection d'un CA, je reviendrai un peu plus tard. Moi, par exemple, je suis membre du CA, on est 5 personnes dessus. Puis l'été dernier, on a eu notre 2e saison donc de la ligue officielle BMQS, avec plus de 200 personnes inscrites dans 13 équipes, donc très cool. Puis la 3e saison s'en vient. Donc ça grossit quand même pas mal. Ça, c'est une photo d'une bonne partie des 40 personnes de base, donc les 3 équipes qu'on avait créées. Donc pour vous dire le nom des équipes, pour que vous voyez un peu l'inventivité et la créativité, donc on avait les Blue Gays, c'est mon équipe, les Queerios, puis les Homo Runners, Home Run. Donc c'est ça. Je vais vous donner quelques stats pour la saison 2025, donc la dernière saison, juste pour donner un peu un aperçu. Donc, je disais plus de 200 personnes au sein de 13 équipes. Donc, quand on remplit le formulaire d'inscription en début de saison, nous, on pose quelques questions sur le niveau, par exemple, de connaissance du sport pour les personnes, puis de demander si c'est des personnes qui sont nouvelles dans la ligue ou qui étaient déjà là l'année dernière, etc. Puis nous, ensuite, on se sert de ça pour essayer de faire des équipes équilibrées. Donc, mettons que ça soit pas que des personnes débutantes dans une équipe, puis comme des personnes super à l'aise dans une autre, etc. Donc là, on peut voir que en fait, la plupart des personnes qui nous rejoignent ont aucune ou un peu d'expérience en balle molle. Donc, c'est pas les personnes plus sportives, c'est pas ça le profil le plus représenté du tout. Puis beaucoup de nouvelles personnes. Donc, l'aspect communautaire, en fait, est finalement ce qui attire beaucoup les gens. Oui, il y a l'aspect sportif, c'est nice, mais c'est surtout une communauté que les gens recherchent. Les logos de nos 13 équipes de l'année dernière. Donc, voilà. Puis l'équipe gagnante de la saison 2025, les Estros, qui c'était très fun.
Je vais pas forcément m'appesantir maintenant. Là, si vous avez plus de questions précises, on pourra en reparler plus tard. Mais pour donner quelques mots sur notre approche de la structure organisationnelle, c'est important pour nous d'avoir une organisation où les gens peuvent s'impliquer si elles en ont envie. Puis, c'est ça, on essaye de fonctionner de façon horizontale, sachant qu'il y a un certain niveau de verticalité du fait qu'on est incorporé. On doit avoir un conseil d'administration, par exemple, donc il y a certaines responsabilités qui viennent avec ça, de représentation de la Ligue, légale, fiscale, on fait le bilan annuel, le rapport financier, ces trucs-là. Mais peut-être l'organe le plus important de la Ligue, c'est vraiment le comité organisationnel. Donc c'est la majeure partie du travail lié à l'organisation de la Ligue, que ce soit les inscriptions, gérer la saison, gérer les arbitres, les communications, faire les événements, tout ça, c'est le comité organisationnel. Donc on est une quinzaine de personnes actuellement. Tout le monde est bénévole, hein. Qui prenons la majorité des décisions qui sont relatives à la Ligue. Puis ça, toutes les personnes qui sont membres de la Ligue peuvent rejoindre. Donc c'est juste volontaire de s'impliquer. Être membre, ça veut dire avoir rempli le formulaire d'inscription en début de saison. Donc le formulaire d'inscription, c'est ce qui va permettre de rejoindre une équipe, mais aussi c'est possible d'être membre sans rejoindre une équipe, mais en se disant je suis intéressé par cette communauté, je veux en faire partie, je remplis le formulaire, comme ça j'ai accès aux communications, je peux être une personne remplaçante, etc. Donc c'est gratuit, puis ça donne la possibilité d'élire le CA, de voter aux assemblées générales, etc. Puis le deuxième comité finalement qu'on a créé, c'est le comité de soutien, qui est aussi formé de personnes volontaires. Il y a comme 4-5 personnes actuellement dedans. Puis l'idée, c'était d'avoir un organe qui est indépendant du comité organisationnel, au cas où il y a des problèmes avec des gens du comité organisationnel. Parce que, mettons, tu as un problème avec des gens de l'orga, tu vas pas aller voir l'orga pour en parler nécessairement. Donc on voulait qu'il y ait un petit comité indépendant, aussi formé de personnes volontaires, qui puissent écouter les membres et puis faire revenir les choses aux besoins. Donc c'est ça. Donc dès le début, une des questions qu'on s'est posées, c'est ok, c'est qui on accepte dans notre ligue? Parce qu'on se dit on est une ligue queer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle mixité, quelle non-mixité? En soi, la ligue régulière de Montréal dans laquelle on était avant, c'est mixte en termes de genre, mais qu'est-ce que ça veut dire mixité? C'est pas du tout synonyme d'inclusivité. Donc nous, on a voulu réfléchir à ça, puis parce qu'il y a plusieurs initiatives sportives au Canada qui vont se dire des ligues féminines plus ou sans hommes cis, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on a réfléchi au début, de est-ce que c'est ça qu'on veut faire ou pas. Puis il y a quand même des problèmes ou des enjeux qu'on peut mettre en avant avec ce genre de choses. Par exemple, si on prend le terme ligue féminine plus, oui, dans l'idée, tu veux être inclusif des personnes trans, non binaires et tout. En vrai, ça peut être hyper dysphorique pour des personnes d'être dans le plus de féminine. Donc, c'était pas quelque chose vers lequel on voulait aller. Le truc de hommes sans hommes cis, il y a des enjeux aussi. Bon, déjà, t'exclus les hommes cis queer, qui peut être... Après, c'est un choix, mais voilà. Mais aussi, t'es pour des personnes qui sont des hommes trans, par exemple, ou trans masculines, ça veut dire que c'est un out forcé, parce que là, si tu te retrouves en tant que personne d'expression masculine et qu'il n'y a pas d'homme cis, on assume que tu es un homme trans. Donc il y a quand même des enjeux liés à ça. Pour une glissance possible vers la transmisogynie, on voit aussi les enjeux d'avoir d'un peu des jugements de police de genre sur l'expression, etc. Donc c'était pas vers là qu'on voulait s'en aller. Donc la façon dont on a raisonné, c'est qu'on s'est dit, ok, on veut une ligue qui est en mixité de genre, puis en non-mixité queer /2S LGBTQIA+. Puis comment on définit ça? Ça va être par la négative. Donc c'est-à-dire que nous, on dit que les personnes qui sont incluses, qu'on accepte dans la ligue, finalement, c'est toute personne qui ne se reconnaît pas comme cisgenre hétérosexuel. Donc ça fait que c'est super large, beaucoup plus que de dire telle personne c'est ok, mais pas telle autre. En fait, non, c'est juste, si tu ne te reconnais pas comme cisgenre hétérosexuel, d'une façon ou d'une autre, tu es bienvenu, tu as ta place. Ça vise aussi à réfléchir sur le terme queer, où c'est pas tout le monde du tout qui se reconnaît dedans, mais on en avait un peu parlé avec notamment le rapport du RLQ, en fonction des communautés linguistiques, en fonction de l'âge, etc. Il y a plusieurs réflexions par rapport à ça. Puis ça implique aussi que l'identité peut être fluide, non définie catégoriquement, puis ça ouvre aussi pour les personnes en questionnement. Donc c'est ça notre position là-dessus. La non-mixité queer, c'est un truc qui, je pense, est vraiment fondamental pour comprendre notre ligue. Puis vraiment, je pense très très fortement qu'il faudrait plus d'initiatives en non-mixité queer. Là, on fait en fait, pour les 2 saisons qu'on a faites,
à la fin de la saison, on envoie un formulaire de rétroaction à toutes les personnes qui ont participé pour poser diverses questions. Donc là, ça fait 2 ans que cette question-là, je la pose dans le formulaire. Puis, il y a 55 personnes qui ont répondu au formulaire cette année, donc c'est quand même un bon quart là, des personnes dans les équipes, donc ça va. Et on voit qu'il y a 76% des personnes qui répondent que c'est très important pour elles que la ligue soit exclusivement pour les personnes queer. Donc même en donnant l'option « Oh, est-ce que tu veux que des fois il y ait des événements ouverts aux personnes cis hétéros ?» Bah, la majeure partie des gens veulent pas ça, et c'est vraiment important que ça reste un milieu qui est en non-mixité queer. Donc c'est ça, à garder en tête, parce qu'il y a plusieurs... dans le monde sportif, mettons montréalais, québécois, canadien, il y a beaucoup de choses qui sont... on est une ligue gay, machin, mais les alliés sont acceptés. Ça, c'est un peu la majorité qui existe. Puis je pense très fortement que pour beaucoup de personnes, de communautés qui sont plus marginalisées, notamment les personnes trans, etc., c'est vraiment important d'avoir cet aspect de non-mixité. Et ça fait que quand on regarde la composition de notre ligue, les hommes cis-gays sont vraiment pas la majorité. Donc je pense que c'est aussi lié à cet aspect-là de la non-mixité queer. Vite fait, quelques raisons pour lesquelles la balle molle, c'est un bon sport pour les queers. Donc déjà, c'est un sport d'équipe. Sport d'équipe, ça veut dire que de façon récurrente, tu te retrouves avec un même groupe. Donc ça permet de tisser des liens potentiellement approfondis. Donc il y a un aspect qui est quand même cool de ce point de vue-là. Puis il y a aussi une multitude de corps et de compétences qui sont valorisées. Ça, c'est vraiment un truc intéressant, c'est que c'est pas juste oh là là, il faut courir vite ou il faut frapper fort. Tu sais, comme il y a vraiment plein de compétences qui peuvent trouver leur place, qui est quand même un aspect que je trouve intéressant. Puis il y a aussi des compétences pas forcément physiques. Par exemple, l'aspect stratégique, c'est hyper important dans la balle molle. Donc tout le monde peut, tout le monde, beaucoup de gens en tout cas peuvent un peu trouver leur place aussi là-dedans. Il y a aussi pas mal de possibilités d'adaptation de l'activité physique. Par exemple, si une personne ne veut pas courir, elle n'est pas obligée. Elle peut battre, puis comme on peut avoir une personne qui va courir à sa place. Il y a la possibilité de, tu sais, si tu peux pas jeter une balle, bah, tu peux faire rouler. Comme on peut trouver des accommodements aussi par rapport au sport, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un sport qui est sportif, mais pas trop. Ça, c'est, je pense, une bonne chose aussi. Tu sais, quand tu es en attente pour ton tour pour battre, tu as beaucoup de temps là où tu peux juste chiller, discuter. Moi, en tout cas, c'est un aspect que j'aime bien aussi là-dedans. Le fait que ça se passe à l'extérieur, puis que tu sais, pas forcément centré autour de la consommation de substances non plus, il y a un aspect qui est quand même intéressant. On est dans un parc, les gens ils restent après leur game, tout le monde est là, les gens ramènent leur pique-nique, ça crée aussi un petit espace où on s'approprie le parc une journée par semaine, donc c'est assez cool aussi de voir ça. Donc on joue au parc Laurier si vous voulez venir. Donc ça. Je vais vous présenter un peu des réflexions qu'on a eues, un peu dans 3 angles. Donc déjà, rendre le sport plus inclusif, le rendre plus accessible et le rendre plus solidaire. Donc d'un point de vue de l'inclusivité, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur le terme inclusivité, mais je vais l'employer quand même. Donc on voulait réfléchir que ce ne soit pas uniquement une ligue sportive. Je pense que c'est aussi du fait que beaucoup de gens dans l'organisation ne sont pas forcément les personnes les plus sportives du monde. Donc on veut créer avant tout une communauté intentionnelle qui partage des valeurs. Donc l'aspect social communautaire est hyper important. L'emphase, elle est mise sur l'amusement plutôt que la compétition. Oui, on va compter des points, on va avoir éventuellement des tournois, des trucs comme ça, mais on est vraiment là pour le fun en fait. Donc ça, c'est vraiment dans notre philosophie de la ligue, dans nos trucs qui sont écrits sur notre site, puis que les gens sont supposés lire avant de rejoindre la ligue. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Chaque semaine, il y a des périodes de jeu qui sont gratuites puis ouvertes à la communauté. Quand je dis la communauté, c'est les personnes de SLGBTQIA+/queer. Donc aussi pour le fait de, il y a ces périodes où des gens, même en dehors de la ligue, peuvent venir, peuvent se retrouver, créer des liens, parce que c'est vraiment tisser des liens at large qui nous intéressent. On a des événements sociaux ouverts à la communauté, on offre de la bouffe, tout ça. À chaque fois, je vais présenter un peu les trucs, je trouve que c'est pas trop mal ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire les choses mieux. Puis les pistes de faire encore mieux, c'est aussi lié à des enjeux qu'on traverse, parce que oui, on est une ligue, on est mixité queer, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est en dehors des dynamiques sociales du tout, notamment d'oppression, etc. Donc il y a certaines choses qui sont adressées à chaque fois. Donc on aimerait, à partir de cette année, offrir des formations pour les personnes de la Ligue, notamment les capitaines d'équipe,
Je dis les capitaines d'équipe parce que c'est c'est un rôle qu'on réfléchit comme pas capitaine, genre je prends les décisions dans mon équipe, mais plus comme j'ai une certaine responsabilité au regard des personnes qui composent mon équipe, puis je fais le lien éventuellement avec les instances organisationnelles. Donc on aimerait vraiment avoir des formations sur la communication non violente, la désescalade des conflits, parce que le milieu sportif, ça peut aussi être propice à ça parfois avec l'excitation, on va dire, mais aussi tout ce qui est respect des pronoms, transphobie, transmisogynie, qui sont des enjeux qu'on a aussi dans notre ligue, en toute transparence. Puis également, on veut avoir davantage de réflexion sur la place des enfants dans les événements sociaux, qui est quand même un enjeu d'inclusion pour les personnes qui ont des enfants, etc. Concernant l'inclusion des personnes BIPOC à l'ANA, donc on a élaboré une sorte de petit système où les personnes racisées ont une priorité dans l'inscription. C'est-à-dire que s'il y a une liste d'attente pour rejoindre notre ligue, bah, les personnes racisées qui veulent s'inscrire, elles passent direct devant. Donc ça fait qu'elles sont prioritaires en tout temps. Elles ont aussi accès à un tarif réduit de base. Je reviendrai un peu plus tard sur la question des tarifs. Puis on a également créé 2 équipes à majorité BIPOC à l'ANA, à la demande de la communauté. Donc pareil, dans le formulaire d'inscription en début d'année, on pose la question, bah, si tu es une personne BIPOC, est-ce que tu serais intéressé d'être dans une équipe majoritairement BIPOC ou exclusivement, ou c'est quoi tes pensées là-dessus? Puis là, c'est les résultats du sondage. Il y avait 8 personnes qui voulaient faire partie d'une équipe exclusivement BIPOC, puis 5 d'une équipe majoritairement BIPOC. Donc on a créé ces équipes-là pour répondre à cette demande-là. Piste d'amélioration, toujours, bon, les formations, c'est pas du tout la panacée, les formations, on le sait, mais ça peut être un début pour quand même placer certaines bases, puis certaines attentes aussi qu'on a de la Ligue par rapport aux personnes, puis comme aux places qu'elles peuvent prendre là-dedans. Faire plus de liens avec des organismes communautaires, queer, BIPOC, autochtones. Puis on aimerait aussi mettre en place une journée d'initiation et de présentation de la Ligue avant l'ouverture des inscriptions pour inviter les personnes à venir découvrir le sport, puis qu'elles connaissent juste l'information que cette opportunité existe, puis éventuellement rejoindre. Ça, c'était dans le sondage de rétroaction de la saison. Quels aspects t'as le plus aimé? Puis les personnes écrivaient ce qu'elles voulaient. Puis on voit que ce qui revient le plus, c'est vraiment l'aspect communautaire, donc comme je le disais un peu plus tôt. Un truc qu'on a bien fait cette année et qu'on n'avait pas fait la première année, c'est la question des arbitres. Ça paraît con comme ça, moi je pensais pas que ça ferait une grosse différence, j'étais pas spécialement down au début d'ailleurs, mais on a mis en place le fait qu'il y ait des arbitres, donc des personnes de la ligue qui vont venir à 1 ou 2 personnes assister à la game, puis comme prendre des décisions en besoin, arbitrer quoi. Puis on a demandé aux gens qu'est-ce qu'elles en avaient pensé, puis la plupart des gens ont beaucoup aimé ça. Personne n'a dit j'ai pas aimé le fait qu'il y ait des arbitres. Et pourquoi les personnes ont aimé le fait qu'il y ait des arbitres? C'est que ça a aidé à l'apprentissage des règles déjà, parce que les arbitres sont des personnes qui ont un peu plus de familiarité avec les règles du jeu, donc peuvent l'expliquer aux gens et tout. Ça aide à la résolution de différends. Ça favorise l'équité entre les équipes puis au sein de la ligue, parce que tout le monde est un peu évalué de la même façon. Puis surtout, ça permet de désamorcer les tensions éventuelles entre les équipes puis les joueuses. Pourquoi? Parce que si, mettons, il y a un différend sur un truc pendant le jeu, bah, les gens, au lieu d'être fâchés envers l'autre équipe, ils vont être fâchés envers l'arbitre, parce que c'est l'arbitre qui a pris la décision. Donc ça, c'est pas cool pour l'arbitre, mais en même temps, ça fait que ça désamorce pour les équipes. Donc, bon, pour avoir été arbitre, c'est pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'on veut, pour faire mieux, davantage encadrer les arbitres aussi, avoir davantage de formation pour les personnes qui décident d'être arbitres sur les règles, mais aussi sur justement la résolution de conflits et la désescalade, parce qu'en fait, le rôle d'arbitre, au-delà de la dimension le jeu, j'arbitre et tout, c'est vraiment un personnage clé dans la médiation, en fait, entre les équipes et les joueuses. Donc ça, c'était quelque chose qui était quand même très apprécié et qui est une bonne chose. Rendre le sport plus accessible maintenant. Donc, la Ligue fournit du matériel à chaque équipe en début de saison. Donc, tout ce qui est les balles, kits de premiers soins, feuilles de pointage, crème solaire, trucs d'hydratation, tout. L'idée, c'est vraiment que plus on fournit, moins les gens ont besoin de fournir elles-mêmes. Donc, ça enlève potentiellement des obstacles aussi à la participation. Au niveau de l'équipement,
dans chaque équipe, il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes qui en débattent, donc qui la ramènent, puis qui partagent envers tout le monde. Donc vraiment, ce que les personnes ont besoin pour rejoindre, c'est un gant individuel, puis un chandail pour, c'est pas obligatoire, mais c'est comme poche si t'es la seule personne de ton équipe à pas en avoir. C'est un peu les deux choses. Adaptation de l'activité physique, donc j'en parlais un peu plus tôt. Puis par rapport aux aspects de neurodiversité, donc on est encore en réflexion sur tous ces trucs-là, comment, parce que le milieu sportif, c'est comme, enfin, quand tu as les games, tu as tout le monde qui crie, ça peut être vraiment stimulant. Donc réfléchir à comment plus adapter ça. Donc pareil, on aimerait avoir plus de partenariats avec des organismes comme Altergo ou Parasport qui se spécialisent vraiment dans ces questions d'accessibilité physique, neurodiversité du monde du sport. La question des accommodements tarifaires, donc notre fonctionnement financier, c'est comme la grande majorité de l'argent qu'on a, c'est les personnes qui ont payé pour faire partie d'une équipe. On a quelques dons ici et là, mais c'est vraiment très marginal. Donc le tarif standard pour rejoindre une équipe, c'est 100 $, qui est vraiment moins cher que beaucoup des ligues, je tiens à dire. Puis le tarif réduit, c'est 70. Donc le tarif réduit, il est offert de base comme tarif standard aux personnes BIPOC à l'ANA, donc comme je disais un peu plus tôt, le tarif réduit, puis à toute autre personne qui le souhaite sans besoin de justification. Donc ça, quand tu remplis ton formulaire d'inscription en début de saison, tu peux cocher le tarif que tu veux, ça peut être 70, on ne demande rien, c'est parfait. Si les personnes ont besoin d'autres accommodements, elles peuvent nous écrire, puis c'est moi personnellement qui gère de recevoir ça. J'ai jamais refusé une personne par manque d'argent. Comme si la personne veut payer en plusieurs fois, si la personne veut payer moins et que ce moins c'est 0 $, mais c'est correct. Personne va être refusée parce qu'elle n'a pas d'argent. On rend ça aussi possible par le fait qu'il y a des personnes qui peuvent payer davantage, donc finalement ça s'équilibre, puis ça marche très bien à date comme système. Puis pour les personnes remplaçantes, donc qui s'inscriraient pour remplacer ponctuellement s'il manque des gens dans une équipe, c'est gratuit. Donc en 2024, il y avait 1 personne sur 3 qui avait bénéficié de tarifs réduits ou d'autres accommodements tarifaires. Donc c'est quand même pas mal. Je n'ai pas calculé en 2025, mais ça doit être à peu près la même chose. Donc le système s'équilibre quand même très bien. Et donc, comme je disais, le matériel finalement nécessaire à investir pour les gens, ça va être tout ce qui est le gant, le chandail. Puis ça, on aimerait créer un fonds d'aide à l'achat d'équipements justement pour enlever cette barrière aussi qui peut quand même rester parce que ça coûte quand même cher comme équipement. En dernier lieu, rendre le sport plus solidaire. Donc là, j'ai parlé beaucoup de choses qu'on fait au sein de la Ligue, puis dans cette perspective-là un peu du sport et tout. Mais on a plusieurs niveaux de réflexion finalement. On a notre Ligue, on fait des trucs dedans. Il y a le monde du sport, que, tu sais, comme oui, c'est cool qu'on ait une Ligue en non-mixité queer, mais ça reste que la majorité du monde du sport est super binaire, super transphobe, hétéro-cis-normé, et donc qu'on veut challenger ça aussi. Donc comment on peut faire des liens avec d'autres initiatives sportives queer à Montréal, mais aussi dans le reste du Canada et au niveau international finalement, comment on peut un peu se regrouper pour voir un peu différentes façons de faire aussi pour s'inspirer les uns les unes des autres, mais aussi éventuellement ramener cette question-là d'inclusion dans le sport, etc., à des plus hauts paliers aussi de décision. Puis, au-delà du monde du sport, la société. Donc, on essaye de faire des liens avec d'autres organismes, d'autres initiatives. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a intégré dans nos documents, puis notre philosophie, si vous voulez, de la Ligue, de la solidarité avec les autres, lutte contre les différentes formes d'oppression, etc. Puis, on encourage des initiatives qui font le pont avec d'autres assos et tout. Donc, je vais vous parler de 2 exemples, qui est la tombola solidaire annuelle qu'on fait pour d'autres organismes, puis des liens avec deux organismes communautaires. Puis l'année dernière, ça avait aussi pris la forme de discussions internes importantes sur qu'est-ce qu'on fait avec Fierté Montréal. Puis la décision qui a été prise, c'était de boycotter leurs activités. Donc ça, c'est aussi le genre de positionnement qu'on veut réfléchir en tant que Ligue. Ça, c'était une super journée. On avait fait une activité d'initiation à la Balmol avec le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, donc qui travaille beaucoup avec des personnes immigrantes, réfugiées. Donc là, on avait discuté avec eux, puis les personnes étaient venues pour comme faire une petite activité d'initiation à la Balmol et tout. C'était vraiment très fun. Donc c'est plus ce genre de choses qu'on aimerait reproduire cette année avec d'autres organismes.
et la tombola solidaire annuelle. Donc ça fait 2 ans qu'on fait cet événement tombola levée de fonds pour différents organismes. Puis l'année dernière, on a récupéré plus de 3 000 $ pour les organismes Connecting Humanity, donc qui envoient des cartes SIM à Gaza pour le réseau de la communauté autochtone à Montréal, puis pour agir. Donc ça nous a valu le prix du meilleur événement de l'année d'Équipe Montréal. Donc c'est quand même cool. Mais voilà, c'est le genre de choses, quitte à avoir des gens motivés, autant les utiliser pour faire des trucs cool d'un point de vue sociétal. Donc c'est un petit peu la philosophie avec laquelle on avance dans la Ligue. Et voilà, il me reste qu'à vous inviter à nous rejoindre. Si le QR code là vous permet de voir tous nos trucs, sites web, Facebook, Instagram, tout ça, donc au plaisir de vous revoir. La dernière présentation, c'est Meredith Lelièvre qui va nous parler. Meredith est urbaniste de formation et étudiante au certificat en philosophie à l'Université de Laval. Inspirée de concepts phénoménologiques durant sa maîtrise en urbanisme, elle s'est par la suite tournée vers l'étude de la philosophie pour aborder les questions de territoire au sein de cette discipline. Meredith, je te laisse la parole. J'arrive après des très belles présentations, puis je vais pouvoir construire à partir de certaines choses qui ont été dites. Fait que je vais vous présenter une partie des résultats de mon mémoire de maîtrise que j'avais faite en urbanisme sur la territorialisation et les expériences des lieux de sociabilité des personnes lesbo-queer racisées à Montréal. Donc rapidement, je vais parler de mon cadre théorique, phénoménologique, intersectionnel. Et puis mes résultats en 3 temps, donc le parcours identitaire des participantes, l'expérience des lieux de sociabilité et la territorialisation. Donc pour ce qui est, alors je ne peux pas en parler autant que je voudrais, là on n'a pas le temps, mais rapidement je voulais quand même contextualiser là, les notions de racialisation et d'intersectionnalité. Donc quand on parle de personnes racisées, c'est pour mettre en avant la structure qui racialise des individus. Quand on parle de racialiser des individus, c'est l'idée de les construire comme autres, comme altérité par rapport à un groupe qui est construit comme norme somatique, donc terme de Sarah Ahmed. Fait que dans ce cadre-là, j'ai considéré que les personnes racisées, c'était des personnes n'étant pas perçues comme blanches, catégorie édifiée en normes, et qui vivent donc une assignation racialisante. Évidemment, c'est pas c'est une façon de montrer la structure sans l'essentialiser aux individus dans le fond. Donc c'est nécessairement, je parle des interactions avec le monde extérieur parce que c'est des catégorisations qui sont nécessairement dans l'interaction en fait. Pour ce qui est de l'intersectionnalité, je vais en parler très rapidement. Je pense qu'on en a déjà parlé ce matin, donc peut-être que vous en avez déjà entendu un petit peu assez aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est pas une vision additive des identités, mais vraiment intersectionnelle, donc le croisement de différentes identités. Et aussi sur le fait que, bon là je parle de personnes qui sont racisées et lesbo-queer, mais des personnes blanches et lesbo-queer sont aussi à l'intersection de la race et de beaucoup plus de choses que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intersectionnalité ne concerne pas que les personnes qui sont des groupes minorisés, mais tout le monde est à l'intersection de ces caractéristiques-là. Donc mon cadre théorique était la phénoménologie, l'étude des phénomènes. Donc il s'agit de s'intéresser au sens, aux pratiques des acteurs et au sens qu'elles donnent. Donc on ne cherche pas à avoir des analyses de cause à effet, mais vraiment à s'intéresser au sens qui est donné par les acteurs. Ça vient de la philosophie. Je me suis intéressée à la phénoménologie en urbanisme. Notamment autour de la notion de territorialité. Donc la territorialité, c'est l'idée finalement d'appropriation du territoire dans une perspective qui n'est pas structuraliste. Donc on ne s'intéresse pas à ce que le territoire fait aux individus, mais à la façon dont les individus mobilisent le territoire par inclusion et exclusion. C'est pour ça que là, ce tableau-là de Oyo, qui est un processus dans le fond continu de construction territoriale, puisque ce que j'ai trouvé intéressant dans les travaux en phénoménologie du territoire, c'était vraiment que la notion d'identité était toujours présente, mais pas forcément d'un point de vue des identités minoritaires. Mais en tout cas, il y a vraiment toujours cette idée-là qu'il y a une co-construction territoire-identité. Je me suis intéressée aussi un peu plus en philosophie à la phénoménologie critique, donc qui inclut notamment les phénoménologies féministes, phénoménologie antiraciste et la phénoménologie queer. Donc vous connaissez peut-être Sarah Ahmed qui a notamment écrit Queer Phenomenology. Puis il y a plusieurs éléments qui vont être intéressants dans l'analyse des résultats, notamment l'idée de
d'horizon, pardon, l'idée d'horizon. Donc, elle parle de la façon dont les groupes sont structurés autour d'horizons partagés. Par exemple, un groupe qui serait structuré par la blanchité aurait comme horizon la blanchité. Un groupe qui serait structuré, merci, par l'hétéronormativité aurait comme horizon l'hétéronormativité. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça permet aussi de sortir d'une vision purement culturelle. On parle beaucoup de l'homophobie, surtout quand on parle de personnes racisées, puis je pense qu'on a pu voir dans les présentations précédentes que ce n'est vraiment pas disons, ce qu'on considère comme une espèce d'exceptionnalisme occidental, d'ouverture, ne se vérifie pas là, dans les présentations qu'il y a eu sur l'expérience des personnes dans les lieux grand public, on va dire. Mais ça permet de sortir d'une construction un peu culturelle qu'on peut avoir parfois, donc de percevoir les pays non occidentaux comme de manière inhérente homophobe, donc de comprendre plutôt cette orientation partagée, puis la façon dont on peut apparaître comme bancal quand on ne partage pas ces orientations-là. Elle parle aussi de l'hétérosexualité comme un héritage, donc une filiation qu'on refuse lorsqu'on n'est pas, on s'ancre pas dans un cadre hétéronormatif. Donc, ma recherche était à l'hiver 2023-2024. J'ai eu 11 participantes dans 10 entrevues. La plupart étaient immigrantes, donc c'est aussi grandement une étude sur des personnes immigrantes lesbo-queer et racisées. Et puis, les âges étaient assez resserrés. Malheureusement, j'ai pas eu de personnes plus âgées que 44 ans, donc de 23 à 44 ans. J'ajouterais aussi que j'avais 4 participantes qui étaient bénévoles dans le milieu communautaire, ou bien elles avaient leur propre initiative, ou bien elles étaient bénévoles dans des organismes communautaires, et 3 participantes qui étaient employées dans des organismes. Par contre, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, donc c'est simplement pour qu'il y avait aussi cette richesse-là, on va dire, dans mes résultats. J'ai commencé à m'intéresser au parcours identitaire des participantes, qui évidemment va avoir un impact important sur leur perception du territoire. Je dirais que ce qui ressort de façon importante, c'est une construction identitaire dans des temps séparés. C'est-à-dire que les catégories de racialisation, donc leur pays d'origine, leur culture d'origine et le fait d'être lesbo-queer sont construits comme des catégories mutuellement exclusives qui amènent une grande difficulté à se reconnaître dans les identités lesbo-queer. Évidemment, en général, on sait assez jeune qu'on est racisé, donc ça, c'est pas vraiment le problème, c'est plus du côté de l'identification au groupe lesbo-queer. Puis ça, ce que ça fait, c'est que souvent, ça leur prend plusieurs années comme processus identitaire de conciliation. Finalement, j'ai appelé ça de conciliation identitaire qui peut se faire à long terme, mais qui est plus difficile au début. Souvent, l'élément qui est considéré comme posant le plus problème, disons de façon urgente, c'est plutôt la racialisation. Donc, en général, elles vont passer quelques années à plutôt essayer de connecter avec des organismes ou des personnes de leur culture d'origine pour ensuite se tourner vers l'orientation sexuelle, mais c'est des choses qui sont vécues de façon séparée. Je vais boire de l'eau. Et cette construction en catégories mutuellement exclusives, on peut le voir notamment dans la culture populaire. Donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, la construction des identités lesbo-queer, LGBTQ+, comme étant blanches. Donc là, par exemple, la participante qui disait, quand j'allais plus loin dans mes recherches sur des choses lesbo-queer, la première chose que je voyais, c'est vraiment beaucoup de représentations blanches, même dans les médias, dans les films, partout. Donc je trouve que les représentations étaient peu, et ce qui existait était quand même très, très blanc. Alors je me sentais encore plus isolée, seule. Malheureusement, ce sentiment de solitude-là, c'est quelque chose qui est vraiment revenu entrevue après entrevue. Et donc, on peut voir vraiment comment déjà la façon dont on construit les communautés LGBTQ+, en fait, dans la culture, d'une manière générale dans la société, est vraiment blanche et ça crée une forme de désaffiliation, on va dire, des personnes racisées. Je me suis intéressée aussi aux lieux de sociabilité. Les lieux de sociabilité reliés, je vais dire leur culture d'origine, puisque la plupart étaient immigrantes, et aussi les lieux de sociabilité LGBTQ+. Encore une fois, bah, évidemment, ce sentiment de solitude-là, si elles me l'exprimaient, c'est parce qu'elles n'avaient pas nécessairement trouvé ce qu'elles recherchaient dans les lieux de sociabilité. Donc, en plusieurs temps, donc d'une part, elles se retrouvent à être toujours des exogroupes, donc être extérieures au groupe, qu'elles aillent dans des lieux lesbo-queer les plus visibles étant majoritairement blancs, ou qu'elles aillent dans des lieux peut-être qui sont plus proches d'elles culturellement, mais où la norme va être hétéronormative, on va dire. Pour m'attarder un petit peu plus sur les lieux lesbo-queer, ça a été un petit peu plus discuté dans les entrevues.
Ce qui était assez fascinant, c'était que les descriptions étaient vraiment toujours les mêmes. Là, on croirait lire la même entrevue 10 fois. Donc, de code culturel. Puis c'était intéressant avec ta présentation, Juliette, aussi. Parce que moi, justement, il y avait cette notion-là que les codes culturels étaient plutôt excluants. Là où j'ai l'impression que tes participantes y adhéraient, ou en tout cas souhaitaient y participer. Donc là, il y avait vraiment une forme d'habitus, de culture spécifique à ces milieux-là qui est vue comme excluante. Et qui, même quand les personnes n'ont pas vécu directement de racisme, elles sentaient que c'était pas pour elles. Mais il y a aussi des personnes qui vivaient directement du racisme, donc que ce soit racisme sexuel, des propos un peu ignorants, et donc d'autant plus sentaient que c'était encore moins pour elles, on va dire. Mais vraiment cet élément-là, que ce soit la musique ou les tenues vestimentaires, c'était vraiment toujours les mêmes descriptions de tenues vestimentaires, qui avaient plutôt un aspect excluant, parce que certes, c'est une sous-culture qui se construit dans les communautés LGBTQ+, mais occidentales, donc il reste qu'elles partent d'un terreau qui est occidental, elles n'arrivent pas ex nihilo, on va dire. Et ce que j'ai trouvé qui offrait un peu plus un entre-deux, c'était des lieux que j'ai appelés des lieux informels, qui est une réalité qui semblait émergente. Alors, ça fait 2 ans que j'ai fait mes entrevues, donc les choses ont peut-être changé à Montréal, mais les personnes pouvaient commencer à trouver des formes de conciliation identitaire dans des lieux qui étaient plutôt hétérogènes. Et justement, quand on pense à Sarah Amen, ces lieux-là ne sont pas orientés autour d'une chose en particulier, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui les côtoient. Et là, elles pouvaient avoir accès à des expériences qui étaient peut-être plus cohérentes d'un point de vue de leur identité culturelle et en même temps une visibilité lesbienne. Autrement, dans les lieux qui étaient, quand elles sortaient dans des lieux qui n'étaient pas lesbiens, mais qui étaient reliés à leur culture, là, elles avaient des expériences de lesbophobie assez importantes qui ont pu être relatées aussi dans les autres présentations. Donc la territorialisation, évidemment, quand on parle de lieux lesbo-queer, on parle forcément de lieux sur le territoire, et je pense que les présentations précédentes ont pu présenter une forme d'élitement de ces espaces-là, surtout de la fixité. Donc il y a vraiment une forme de perdition que je retrouve dans ce que les participantes me partagent. Les participantes qui étaient plus âgées pouvaient mentionner avoir côtoyé des espaces de sociabilité fixes il y a 10, 20 ans, mais c'était plus le cas aujourd'hui. Et donc il y en avait qui me disaient qu'elles ne savaient pas s'il y avait des lieux lesbo-queer qui existaient, qui me disaient que si on y va, de toute façon ça va fermer, donc on n'a pas vraiment le temps de s'attacher. Donc quand on parlait de territorialisation comme le rapport un peu individu-territoire dans un rapport identitaire, là ça fonctionnait pas vraiment de ce point de vue-là. Également, la plupart des participantes étant immigrantes, elles avaient une vision, on va dire, a priori de Montréal. Donc, elles s'étaient forgées une construction de ce qu'allait être la ville avant d'y arriver. Et notamment, c'était quand elles savaient qu'elles étaient lesbo-queer, elles avaient la volonté de pouvoir vivre plus librement. Et elles déménageaient à Montréal pour vivre plus librement. Puis ça, c'était quelque chose qu'elles trouvaient. Donc, elles étaient quand même satisfaites de ce point de vue-là. Également, si on parle du rapport un peu plus général, puis qu'on sort des lieux lesbo-queer en tant que tels, du fait de la gentrification, il y avait une forte atomisation. Donc, quand elles avaient pu vivre dans des quartiers où elles avaient une sociabilité de proximité, comme le Plateau Mont-Royal, le Village, le Myland, elles avaient dû quitter ces quartiers-là du fait de la croissance des prix. Donc cette croissance des prix-là a pu les amener à déménager dans des quartiers où elles n'auraient pas souhaité vivre, et notamment où il y avait une présence de personnes de leur culture d'origine, ce qui n'était pas souhaité nécessairement. Ce qui était assez intéressant de ce point de vue-là, j'avais juste une participante qui voulait vivre dans un quartier diasporique, donc ce qui était son cas, mais les autres ne souhaitaient pas forcément vivre à proximité de gens de leur pays d'origine, mais pas non plus dans des milieux blancs, donc plutôt dans des milieux hétérogènes où il y aurait eu des immigrants ou des personnes racisées de partout dans le monde, mais pas forcément de leur culture. Et ce qui était intéressant, même si malheureux, parce que c'était pour des raisons économiques, de se retrouver dans des quartiers où elles étaient face à des gens de leur culture, c'est que ça les accompagnait dans le processus de développement identitaire dont je parlais. Donc cette espèce de mise à distance, on va dire, ou bien de leur caractère racisé, ou bien de leur orientation sexuelle, là, ça les aidait en fait à intégrer un peu ces deux identités-là, malgré qu'elles avaient des pratiques de visibilité qui pouvaient varier quand elles se retrouvaient proches de leur culture d'origine, ce qui n'était pas forcément vu comme une oppression non plus. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui a été un peu touché pendant la journée, mais c'était plus vu comme une adaptation que nécessairement comme quelque chose d'oppressif, donc une forme d'adaptation au contexte, on va dire. Donc, dans ce cadre-là, avec la gentrification qui amène la fermeture des commerces et les déplacements, on a des reconfigurations fréquentes. Et donc, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le territoire a un impact direct sur l'identité. Donc, ces personnes-là qui ont été forcées de déménager ont reconfiguré leur identité en fonction du territoire. À l'inverse, des reconfigurations identitaires de la personne peuvent
amené aussi à vouloir fréquenter de nouveaux territoires. Donc, par exemple, une participante qui disait « Maintenant, je me sens plus québécoise, donc en tant qu'immigrante, je me sens un peu plus faire partie de la société et donc je me sens prête à aller déménager un peu plus loin ». Fait qu'il y avait vraiment aussi un rapport direct entre la perception de soi et la perception du territoire qu'on peut parcourir, on va dire. Pour me concentrer un peu plus sur les choix résidentiels, donc j'ai déjà mentionné cette volonté de diversité, donc d'une forme d'hétérogénéité en fait dans l'environnement, qui se retrouve plus dans les quartiers centraux. Du fait de la gentrification, les participantes se retrouvent plutôt dans les quartiers péricentraux parce qu'elles ont été poussées à quitter ces quartiers centraux-là. En revanche, la banlieue est pas vraiment plébiscitée, on va dire, justement parce qu'il y a pas forcément autant ou c'est perçu comme n'offrant pas autant d'hétérogénéité, et il y a une faible densité qui ne permet pas un d'aussi grand sentiment de sécurité parce qu'on est plus facilement visible, que ce soit en tant que personne racisée, ce qui peut être dangereux physiquement ou ontologiquement, ben là, je vais y venir, mais donc il y a un danger d'être une personne racisée parce qu'on est vu avec suspicion dans ces environnements-là, et aussi en étant des ménages, par exemple, j'ai eu l'exemple de personnes homoparentales, donc le sentiment d'être scruté en fait par le voisinage, qui fait que les secteurs de banlieue plus résidentiels n'offraient ni la diversité ou étaient perçus comme n'offrant ni la diversité des ménages, ni la densité nécessaire en fait pour se sentir en sécurité. Puis de ce point de vue-là, j'ai revisité des travaux de Oyo, donc qui parle de sécurité corporéique, ce qui est un peu pompeux, mais ça veut simplement dire la sécurité physique, et de sécurité ontologique, ce qui est aussi un peu pompeux, mais qui veut simplement dire la sécurité physique, non, la sécurité identitaire, pardon. Et ce que dit Oyo, c'est que d'abord les individus recherchent la sécurité physique, et dans un second temps, une fois qu'ils ont de la sécurité physique, là ils cherchent de la sécurité ontologique. Ce que je trouve, c'est que c'est pas aussi évident, particulièrement pour des personnes qui ont des identités qui posent problème, on va dire, qui sont des identités minorisées et qui peuvent avoir une urgence aussi grande à être en sécurité identitaire qu'à être en sécurité physique. D'une part, donc ça peut les amener à se mettre en danger, c'est-à-dire de dire ce quartier-là, par exemple le village, je ne m'y sens pas en sécurité, mais je souhaite être avec des personnes LGBTQ+, et c'est ça que je connais, donc c'est là que je vais. Mais aussi parce qu'il y a un lien très direct entre la sécurité ontologique et la sécurité corporéique, c'est-à-dire si on parle de personnes, par exemple, racisées qui me disaient j'ai pas envie d'aller vivre dans un quartier où on va appeler la police sur moi, il y a les deux choses qui se jouent, c'est-à-dire que c'est identitaire, mais c'est aussi de la sécurité physique très directement. Et donc je pense que la recherche a amené à complexifier un peu une vision de, encore une fois, Oyo, c'est une vision identitaire qui n'inclut pas vraiment l'expérience d'être minoritaire dans un environnement, et je pense que ça, c'est une sorte de biais en fait dans sa recherche de favoriser la sécurité physique. Donc pour conclure, ce que je trouve, c'est que l'élément le plus structurant finalement de l'appropriation du territoire, c'est vraiment l'économie. Donc la gentrification qui fait que les personnes, on parle plus vraiment de choix résidentiels aujourd'hui, c'est plus des contraintes résidentielles, et ça amène une territorialisation qui se fait non pas en taches d'huile comme des quartiers. On parlait de l'âge d'or plutôt, donc qui était beaucoup centré autour du plateau Mont-Royal, où on allait avoir des quasi-enclaves, en fait un modèle un peu ethnique. Aujourd'hui, même si on voulait, on pourrait plus vraiment avoir ce modèle-là parce qu'on ne peut pas forcément décider où on habite. Et ça amène les gens à vivre de façon assez dispersée. Donc mes participantes habitaient de façon dispersée, mais nommaient les mêmes endroits très centraux comme endroits où elles pouvaient vivre, ce qui amène aussi un enjeu d'accessibilité. Outre ça, il y a aussi, j'ai déjà dit que les tranches d'âge étaient assez resserrées. La plupart de mes participantes étaient aussi des personnes universitaires, puis c'est des personnes qui étaient à l'aise de participer à la recherche, ce qui est pas toujours le cas. J'ai pas pu en parler beaucoup, mais il y a beaucoup d'enjeux de visibilité dans les communautés lesbo-queer racisées. Donc forcément, participer à une recherche, c'est déjà, il faut déjà être suffisamment à l'aise pour le faire. Donc c'est sûr que c'est pas forcément représentatif. Il y avait aussi la classe sociale là, qui influençait. C'était beaucoup des personnes qui, dans leur pays d'origine, venaient de classes sociales un peu plus favorisées.